Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument, La psychologie des foules de Gustave Le Bon. Ce livre, écrit en 1895, a littéralement secoué la façon dont on comprend les groupes. Et ce qui est fou, c'est qu'il reste incroyablement pertinent et, disons-le, assez controversé. On va décortiquer ça ensemble pour voir pourquoi. On va partir d'une question que, franchement, on s'est tous déjà posée un jour ou l'autre. Pourquoi est-ce que des personnes qu'on connaît, des gens tout à fait calmes, raisonnables, peuvent se comporter de façon complètement différente, voire méconnaissable, dès qu'elles font partie d'un groupe? C'est quoi ce déclic? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là? Eh bien, à la fin du 19e siècle, en plein dans une période de grands bouleversements sociaux et politiques, un penseur français du nom de Gustave Le Bon arrive et, bam, il jette un énorme pavé dans la mare. Il propose une explication à ce phénomène, une explication vraiment radicale et, pour tout dire, assez dérangeante pour l'époque. Alors voilà le point de départ de sa réflexion. Pour Le Bon, ce qui se passe à son époque, ce n'est pas juste un petit changement, non, c'est une véritable révolution. Il a cette intuition, cette conviction que le pouvoir est en train de basculer. Fini le temps des rois, des élites qui décident de tout. Une nouvelle force, bien plus puissante et totalement imprévisible est en train d'émerger. Et cette nouvelle force, c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement la foule. Voilà sa grande idée, son postulat de base. L'ère moderne ne sera plus façonnée par les actions de quelques grands individus, mais par la puissance des foules. Pour lui, c'est clair, ce sont elles qui mènent la danse. Elles ont le pouvoir de tout raser, mais aussi de tout reconstruire. C'est la voix de la foule qui est devenue la nouvelle loi. D'accord, les foules ont le pouvoir, mais comment ça fonctionne au juste? Qu'est-ce qui les fait bouger? C'est là que Le Bon avance son idée la plus célèbre, une idée à la fois fascinante et, on va pas se mentir, un peu flippante. La foule ne serait pas juste une somme d'individus. Non, elle aurait sa propre âme, un véritable esprit collectif. Et il donne un nom à ça, la foule psychologique. Attention, ce n'est pas juste des gens qui attendent le bus. Non, pour lui, une foule psychologique, c'est un phénomène bien particulier. C'est comme si, d'un coup, un nouvel être apparaissait, un être temporaire avec une seule âme collective. Chaque individu perd sa personnalité propre pour se fondre dans ce grand tout. Et cette transformation, elle est brutale. Regardez la différence. L'individu seul est conscient, rationnel. Dans la foule, il devient inconscient, instinctif. C'est un basculement complet. La raison, le contrôle de soi, tout ça s'efface. C'est l'émotion pure, l'instinct qui prend les commandes. On ne pense plus, on ressent et on agit, comme un seul et même organisme. Et cette citation de Le Bon résume parfaitement sa pensée. Elle est un peu cash, on est d'accord? L'homme descend de plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. Pour lui, c'est clair et net, intégrer une foule, c'est faire une régression. On retourne à un état plus primitif, on devient un barbare. Mais, et c'est toute la subtilité, un barbare capable du pire, certes, mais aussi parfois du meilleur. Ok, alors maintenant qu'on a compris ce qu'est une foule psychologique, essayons de dresser son portrait robot. Concrètement, comment se comporte cette fameuse créature collective? Et le portrait que Le Bon, en fait, n'est pas très glorieux, on va dire. D'abord, la foule est impulsive. Elle agit sur un coup de tête sans la moindre réflexion. Ensuite, elle est hyper suggestible. Un peu comme une personne sous hypnose, elle gobe tout ce qu'on lui dit. Du coup, elle est aussi crédule, prête à croire les histoires les plus invraisemblables. Et puis, au niveau des sentiments, c'est toujours l'extrême, pas de demi-mesure. On n'aime pas, on adore, on n'est pas en désaccord, on hait. C'est blanc ou noir, jamais de gris. D'ailleurs, pour illustrer cette crédulité, il donne un exemple qui paraît complètement fou. C'est l'histoire de la frégate La Belle Poule. Tout l'équipage, absolument tout le monde, du capitaine jusqu'au dernier matelot, a été persuadé de voir un radeau avec des naufragés au loin. Ils l'ont vu. Sauf que, en se rapprochant, ils ont réalisé que c'était juste un tas de branches et de feuilles. Une hallucination collective déclenchée par une simple suggestion. Mais attention, il ne faut pas croire que Le Bon ne voit que le côté sombre, et c'est là que sa pensée devient plus complexe. Pour lui, la foule n'est pas fondamentalement mauvaise, elle est neutre. En fait, tout dépend de la suggestion qu'on lui souffle à l'oreille. Suggestionnez-lui un acte héroïque, et elle se sacrifiera sans hésiter. Suggérez-lui un crime, et elle le commettra sans remords. Elle est comme une force brute, une sorte de pâte à modeler qui peut prendre la plus belle des formes ou la plus monstrueuse. Ce qui nous amène logiquement à la question qui tue, si les foules sont cette fameuse pâte à modeler, qui sont les sculpteurs? Comment les meneurs, les leaders s'y prennent-ils pour les diriger? Quels sont leurs outils, leurs secrets? Eh bien, Le Bon nous décrit une sorte de kit du parfait meneur en 3 étapes, une recette d'une efficacité, selon lui, redoutable. Premier outil, l'affirmation. On balance des idées simples, directes, sans jamais chercher à prouver quoi que ce soit, surtout pas de raisonnement. Deuxième outil, la répétition. On prend cette même affirmation et on la martèle encore et encore jusqu'à ce qu'elle finisse par s'imprimer dans les esprits. Et enfin, le troisième temps du moteur, la contagion. Une fois que l'idée a pris chez quelques personnes, elle se répand toute seule dans la foule comme un virus. Mais pour que ces 3 outils fonctionnent, il faut un catalyseur. L'ingrédient secret, l'arme ultime du meneur, c'est ce que Le Bon appelle le prestige.
Et attention, ce n'est pas juste être connu ou populaire, c'est bien plus que ça. C'est une sorte d'aura, de fascination que le leader exerce sur la foule. Ce prestige-là, il a un effet incroyable. Il paralyse complètement l'esprit critique. La foule ne réfléchit plus, elle admire et elle obéit. Bon, tout ce qu'on vient de voir, ça date de 1895. On a fait un sacré bond dans le temps. On pourrait se dire que ces théories sont datées, peut-être un peu caricaturales, voire même choquantes par certains aspects. Et pourtant, difficile de ne pas sentir que l'ombre de Lebon plane encore aujourd'hui. Réfléchissons à l'instant. La propagande, le marketing, les campagnes politiques, est-ce que ces idées du 19e siècle ont encore quelque chose à nous dire? Quand on voit un slogan publicitaire répété en boucle ou une phrase choc qui tourne en boucle sur les chaînes d'infos, affirmation, répétition, contagion, ça ne rappelle rien? Les outils technologiques ont changé bien sûr, mais les mécanismes de persuasion de base, on a l'impression qu'ils sont toujours là. Et ça nous amène à la question finale, une question qui nous concerne tous, ici et maintenant. À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, où une indignation, une rumeur ou une passion peut faire le tour du monde en quelques minutes, est-ce qu'on n'est pas devenu, sans même s'en rendre compte, les membres d'une gigantesque foule mondiale et numérique? Une foule qui réagit à l'instinct, qui partage des émotions extrêmes en un clic, et qui est peut-être tout aussi suggestible que celle que décrivait Gustave Le Bon il y a plus de 100 ans. La question reste ouverte.